Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Boulabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Aujourd'hui, nous venons vous parler d'institutions politiques du Congo dans sa troisième partie. Puisque premièrement, nous avons vu les deux explorations de Livingstone comme première partie. Deuxième partie, c'était intitulé la conférence de Berlin. Troisième partie, donc nous voyons maintenant, c'est l'État indépendant du Congo. Quatrième partie, ça sera le Congo belge. Cinquième partie, la transition démocratique. Sixième partie, le Congo indépendant avec la Première République, Deuxième République, transition démocratique, Troisième République, donc jusqu'en 2006. Et précédemment aussi, nous avons parlé dans la première partie, nous avons, dans la première et deuxième partie, nous avons tâtonné dans le sens que dans la première partie, nous avons parlé de 5 parties. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de 6 parties. C'est-à-dire, nous avons fondu quelque part, nous avons fondu l'État indépendant du Congo et le Congo belge en un seul titre, en une seule partie intitulée les colonisations. Et dans une des vidéos, donc, dont en l'occurrence la deuxième partie, nous l'avons étendue, donc nous avons étendu, n'est-ce pas, la matière en 2 grandes parties. Raison pour laquelle nous retrouvons soit avec 5 parties, soit avec 6 parties. Bon, aujourd'hui, nous avons opté pour la division des parties qui hier était qu'une seule, intitulée les colonisations. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la troisième partie intitulée l'État indépendant du Congo, donc comme une partie à part. S'agissant de ça, nous voudrions dire ceci. Nous allons voir rapidement l'introduction, les 2 chapitres, puisque nous avons réparti cette partie en 2 chapitres. Premier chapitre, donc présentation et problématique. Et deuxième chapitre, c'est l'État indépendant du Congo. Et dans l'État indépendant du Congo, nous avons 2 structures. La première structure intitulée le libre-échange, la deuxième structure s'appelle la propriété privée. Et dans la propriété privée, nous avons encore 2 sous-structures. Nous avons la société, dans la région des sociétés concessionnaires et le domaine de la couronne. Donc revenons maintenant donc, au début. Bon, pour nous avancer, n'est-ce pas, dans les détails si importants, nous voudrions vous dire ceci. Nous parlons, n'est-ce pas, des institutions du Congo. Et un petit rappel serait important pour que nous ayons, n'est-ce pas, nous soyons prêts, n'est-ce pas, à appréhender, n'est-ce pas, la matière qui va s'en suivre. Notre but est d'étudier les institutions qui se rapportent au pouvoir dans l'État. Toutefois, il faut reconnaître que dans tout groupement humain, on trouve 2 catégories de gens. Ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Ceux qui donnent des ordres et ceux qui s'y plient. Les chefs et les membres. Les gouvernants et les gouvernés. Cette distinction fondamentale se trouve aussi bien dans la famille, la commune, dans l'État, dans les associations, les confréries, les églises, etc. On peut donc ainsi définir les institutions politiques comme celles qui concernent les gouvernants et leur autorité, les chefs et leur pouvoir. Voilà un peu, donc ça c'est... Nous avons tiré ça du livre du professeur de malheureusement Pongo Bokako Baotolinga, dans l'institution politique et droit constitutionnel. Ça a été préfacé par le défunt professeur constitutionnel Dielo Epeng. Donc nous l'avons tiré de là, page 12 je pense. Et maintenant,
puisqu'il s'agit d'institutions politiques du Congo, donc nous allons vous parler rapidement de situations géographiques, historiques, anthropologiques, sociologiques. Historiquement parlant, non, géographiquement parlant d'abord, l'Afrique, la partie Afrique centrale avant la conférence de Berlin était vide. Et puis sa démographie n'était pas galopante par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, et puis cette Afrique regorgeait naturellement des richesses du sol et du sous-sol. Malheureusement, ces richesses n'étaient pas vraiment... Toutes les richesses du sous-sol n'étaient pas découvertes en son temps. Et les Africains ne se servaient que de richesses biologiques, donc des richesses biologiques, voilà, naturelles, biologiques. Historiquement parlant, l'Afrique, c'est la terre des Noirs. C'est la terre des Noirs. Partant, nous avons un principe, nous tirons aussi du cours du professeur Camille Couillou, professeur à Paris 1. Il a donné dans le cours méthode et concept d'un anthropologue où il parle du principe d'exo-intransmissibilité des terres africaines. C'est-à-dire, nos terres, on ne les vendait pas, puisque ça n'a pas une valeur marchande. Et c'est-à-dire, en Afrique traditionnelle, les terres circulaient dans le clan. Dans le clan, c'est-à-dire, le clan, le village, le clan d'abord comporte plusieurs familles, plusieurs lignées. Et le village comporte plusieurs clans. Et c'est le village c'est la création, le village en soi c'est la création de colonisateurs. Nous on vivait dans des clans, dans des empires, dans des... Traditionnellement on vivait dans des clans. Et d'où une lignée qui veut vendre, n'est-ce pas, aliéner sa partie des terres, elle a le droit de le faire, mais sauf que c'est autorisé dans le clan. Un autre clan ne peut pas venir, n'est-ce pas, acheter la terre d'une lignée qui appartient dans un clan donné. C'est-à-dire, puisque le clan, toutes les lignées, n'est-ce pas, descendent d'un ancêtre commun. Donc, quand on veut vendre, par exemple, moi, X veut vendre à X', et c'est X', puisqu'ils sont dans le même clan, c'est X' qui va acheter, mais il ne va pas chasser le X. Il ne va pas chasser le vendeur. Il va les garder, toujours dans le clan, mais celui-là n'a plus beaucoup de droits. Voilà, en quelque sorte. Donc, ça dit le terre circule dans le clan. On peut élargir aussi le terre circule dans le village. Donc, c'est le principe d'exo-intransmissibilité. Donc, ça dit en quelque sorte, on ne vend rien. On ne vend pas, tu vends, c'est l'autre lignée qui répond dans le même clan et on vous garde là. On ne va pas chasser du clan, mais du moins, donc c'est comme si vous n'avez pas vendu. Mais sauf que dans la pratique, certains droits, comme on dit, puisque l'attribut de propriété, il y en a trois. Les attributs de propriété, il y en a trois. Il y a l'abusus. L'abusus, c'est-à-dire détruire même sa propriété. C'est seul le propriétaire qui peut le faire. L'abusus, c'est ça. Donc le fructus, c'est-à-dire fructuer, donc fructifier. Donc c'est-à-dire faire l'usage du commerce. Tu peux mettre même, tu peux, n'est-ce pas, fructifier dans le sens même de faire le commerce avec sa terre, de faire le commerce avec sa maison, la location, etc. Et il y a l'usus, donc l'usage. Et maintenant, c'est lui qui vend. La lignée qui vend n'a que cette fois-là l'usus, donc la jouissance. La jouissance, c'est-à-dire la lignée peut rester, mais elle aura perdu l'abusus et le fructus. C'était quand même des éléments très importants pour que nous ayons quand même une idée nette. Et puis sur le plan anthropologique, les Africains avaient leur modèle de société, leurs archétypes comme on dit. Leur modèle de société, tant sur le plan du pouvoir politique, on avait nos chefs coutumiers, tant sur le plan foncier, je vous ai expliqué, tant sur le plan mariage,
on avait nos mariages à nous, le mariage coutumier, donc reconnu aussi par le Code de la famille et en son temps reconnu même par le législateur colonial, puisque le mariage coutumier, nos archétypes ont été inventés, ont été édictés par nos ancêtres qui sont nos législateurs. Et puis, le divorce, on a notre façon traditionnelle d'opérer des employés, n'est-ce pas, à faire le divorce. Et puis, quant à la succession, on a aussi notre façon de faire. Donc, voilà un peu ce que j'allais vous dire s'agissant des archétypes ou modèles de société pour les Africains. Sociologiquement parlant, il y a une sorte de remise en cause quand on a partagé l'Afrique. Il y a une sorte de remise en cause, mais du moins le législateur, dans sa pratique, avait quand même reconnu les droits ancestraux des Africains. Maintenant, nous sommes au premier chapitre. Le premier chapitre s'intitule « Présentation et problématiques ». Quant à la présentation, nous allons vous parler du cadre juridique. Et s'agissant du cadre juridique, nous allons évoquer la constitution coutumière. L'État indépendant du Congo était régi par une constitution dite constitution coutumière. Qu'en est-il au juste? La constitution coutumière, il y avait des règles à la base, il y avait des lois éparses à la base, certains textes de base qui régissaient le pays et les rois édictaient des lois à tout moment quand ils voulaient. Donc il y a des textes de référence, mais les lois édictées à chaque fois, sans texte édicté. Aujourd'hui, il s'endort, le lendemain il se réveille, il édicte une loi, une règle de conduite, etc. Donc c'était ça la constitution coutumière dans l'État indépendant du Congo. Et puis forme de l'État, on était dans un État unipersonnel. Et qu'en est-il au juste? État unipersonnel est une relation entre deux ou plusieurs entités politiques considérées comme des États souverains, distincts, mais qui, en vertu d'une loi reconnue, ont une même personne pour chef d'État. C'est-à-dire, voilà, donc on avait la loi, donc c'est-à-dire la loi c'était quoi? C'était l'acte général de la conférence de Berlin qui avait réparti l'Afrique et que, en vertu duquel on a reconnu le roi Léopold II comme souverain de cet État. Deuxièmement, il était déjà donc chef d'État donc de la Belgique. Donc c'est-à-dire union personnelle est une relation entre deux ou plusieurs entités politiques considérées comme des États souverains. De la Belgique était considérée comme État souverain, État indépendant du Congo aussi était indépendant du Congo, donc État souverain. Distincts mais qui ont en vertu d'une loi reconnue, donc une loi reconnue, ont une même personne pour chef d'État. Cela ne doit pas être confondu avec une fédération qui est considérée comme constituant un seul et un même État. Donc c'est clair. La forme de l'État, c'était l'union personnelle. Nous avons le régime tyrannique. Le système politique était la monarchie absolue. Notre population avoisinait dans les 20 millions de personnes, 20 millions d'habitants. Notre première capitale, c'était Vivi, qui a été créée à partir du 1er juillet 1885 jusqu'en 1886. Et deuxième capitale, c'était Boma 1886 jusqu'au 18... Enfin, jusqu'en 1926 ou 27. Mais s'agissant de l'État indépendant du Congo, Boma comme capitale donc, a commencé en 1886 jusqu'au 18 octobre 1908. Puisqu'après, la capitale avait continué toujours à exister, n'est-ce pas, à Boma, mais sauf que l'État indépendant du Congo était devenu donc Congo belge. Mandat politique, il y avait absence de mandat politique. Parlement, il y avait absence du Parlement. Chef de l'État, c'était le président de l'État indépendant du Congo et roi des Belges.
Nationalité, donc premièrement, on était des indigènes. Quand on a créé l'État indépendant du Congo, on nous appelait indigènes, il n'y avait pas de nationalité. Après, les Congolais de statut africain, à partir du décret du 27 décembre 1892. Superficie était un peu ambiguë puisque donc, à chaque fois, il y a eu nouvelle configuration, donc il y a eu discussion sur telle partie, donc il n'y avait pas une superficie fixe. Notre superficie a été fixée vraiment juste après 1920. La monnaie, c'était le franc congolais, par décret royal du 7 février 1886 et décret royal du 27 juillet 1887. On parlait même de la bataille du numéraire parce que en son temps, il y avait difficulté pour le roi, n'est-ce pas, de créer la monnaie congolaise, puisque les gens donc, faisaient du troc pour même monter dans les trains, pour payer le billet, donc on payait avec la poule, puisque la poule était vraiment le référent monétaire de troc à l'époque. Notre devise de l'État indépendant du Congo, c'était patrie, liberté, justice. Drapeau étoile à 5 branches en son centre sur un fond bleu foncé. Drapeau, c'était le drapeau de l'AIA. Bon, hymne national, je n'ai pas trouvé. Richesse naturelle, c'était richesse biologique, comme je vous ai dit, c'était l'ivoire et l'EVA ou le bois. Donc EVA, c'est caoutchouc, donc c'était des richesses biologiques. Armée, c'était l'armée bigarrée parce qu'il y avait des mercenaires, il y avait tout le monde, des mercenaires, il y avait des militaires européens, des militaires africains, il y avait des militaires congolais, donc vers 1885, vers la fin. Et surtout, il y avait beaucoup de mercenaires et des Zanzibarais. Zanzibarais sont des militaires, des typos qui ont, n'est-ce pas, accompagné Léopold II jusque dans sa traversée jusqu'à Boma. La langue, déjà, en son temps, déjà, on avait créé 4 langues. Langue officielle, c'était l'anglais, premièrement. Nos premiers textes donc, étaient écrits en anglais. Et puis, on parlait anglais comme première langue officielle. Et puis, le français s'en est suivi. Langue nationale, c'était les Kikongo, les Chiluba, Lingala, Swahili. Mobutu n'a rien fait par rapport à ça. Puisque le blanc, ils ont constaté quand ils ont... Ça, c'est, on en parlera dans le Congo belge. Ils ont constaté et, n'est-ce pas, ils les ont érigés en 4 langues nationales. Bien qu'il y ait d'autres langues, mais ils ont érigé les Kikongo, Chiluba, Lingala, Swahili en langue nationale. Je vais expliquer ça dans l'autre partie. Bon, pourquoi problématique? Pourquoi l'État indépendant du Congo? Parler de la création de l'État indépendant du Congo succinctement et des 3 C. La création de l'État indépendant du Congo va ensemble avec les 3 C. 3 C, c'est quoi? C'est C comme commerce, C comme christianisation, C comme colonisation. Et nous allons le voir. Donc, avant l'État indépendant du Congo, c'était l'AIA, Association internationale africaine, créée par le roi Léopold II, pilotée par son premier secrétaire Stanley, dont le but était de désenclaver la région en créant un certain nombre d'implantations. L'association avait des comités nationaux, mais elle était présidée par Léopold. Suite à la traversée de Stanley pour le compte d'un journal, et Léopold, ça a fait des échos, ça j'en ai déjà parlé, et Léopold II, quand il a eu ses échos, donc il a envoyé ses émissaires pour, n'est-ce pas, amener le Stanley, n'est-ce pas, dans sa maison à Leken, afin de faire un projet, cette fois-là maintenant, avec ses frais pour qu'il y retourne, afin, n'est-ce pas, d'implanter, de faire des implantations par-ci par-là, puisqu'il en avait déjà fait un peu, mais de continuer encore, et puis, n'est-ce pas, de s'accaparer en quelque sorte de cet espace gigantesque, l'actuel RDC, anciennement appelé État indépendant du Congo. Et la carte qui a été présentée et adoptée lors de la séance, n'est-ce pas, lors de la conférence de Berlin, c'était une carte imaginée par Livingstone par Stanley et Léopold II.
c'est pas de la magie, donc il a imaginé, et moi je me dis, donc c'est par rapport à quoi? Par rapport à sa traversée, puisqu'il a traversé tout le fleuve. Il a compris que le fleuve était la colonne vertébrale de toutes ces entités territoriales. À l'époque, appartenant aux tribus, royaumes, etc. D'où il a imaginé une carte qui pouvait, n'est-ce pas, reprendre ce fleuve en son sein. Donc voilà, il a proposé ça au roi, et le roi aussi l'a proposé lors de la conférence de Berlin, et Bismarck l'avait adopté avec l'ensemble, avec l'Assemblée. Donc voilà, maintenant c'était adopté comme la carte de l'État indépendant du Congo, et après donc c'est devenu la carte de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire christianisation, on parle de la christianisation, c'est l'action de christianiser, évangéliser. C'est l'état de ce qui est christianisé. La christianisation de l'Afrique, c'est son évangélisation. C'est-à-dire, par là, on voudrait, n'est-ce pas, nous parler de la bonne nouvelle, de l'évangile, par rapport à nos coutumes. Hein, on verra ça si on aura le temps. Et puis, s'ensuit la terminologie du christianisme, donc le dérivé christianisme et Christ. Voilà. Et ces mots aussi s'apparentent avec l'Église. Voilà, donc on verra ça aussi plus tard. Et après, on a eu la commercialisation, action de commercialiser. Et par commercialisation, il faut entendre un organisme public chargé du monopole du commerce extérieur d'un ou plusieurs produits. Colonisation, c'est le colonialisme, c'est-à-dire le système d'expansion coloniale. Système politique préconisant la mise en valeur et l'exploitation des territoires dans l'intérêt du pays colonisateur. C'est de l'impérialisme. C'est l'impérialisme. Donc voilà un peu. Et puis, conséquences des 3C, c'est quoi? Il y a une conversion des terres de la communauté parentale en terres de nouvel État. Peuple appartenant à leur communauté parentale devint peuple d'un seul territoire. La société, conséquence des 3C, vers, n'est-ce pas, la société industrielle. C'est quoi? C'est la machine formidable à produire. Et pour cela, même la plus effrayante machine à détruire. Race, société, individu, espace, nature, mer, fleuve, rivière, forêt, sous-sol, tout est utile dans cette société dite industrielle. Tout doit être productif, d'une productivité poussée à son régime maximal d'intensité. Voilà pourquoi était intolérable aux yeux de l'Occident le gaspillage représenté par l'inexploitation d'immenses ressources. Le choix laissé à ces sociétés était un dilemme. Ou bien céder à la production, ou bien disparaître. Ou bien l'ethnocide, ou bien le génocide. À la fin du XIXe siècle, des millions de Congolais périrent à cause du capitalisme, dont sous le coup des chercheurs de caoutchouc. 3. Conséquences des 3C. Troisième point, christianisme et ethnocide. Il y a un lien. Après avoir vu le christianisme, la christianisation, nous voyons maintenant l'ethnocide. L'ethnocide, c'est la destruction de la civilisation d'un groupe ethnique par un autre groupe plus puissant. L'ethnocide s'attaque à l'âme des peuples. Apparaissent au premier rang en Amérique du Sud, mais aussi en bien d'autres régions, les missionnaires. Il y a lien entre les deux en ce que les missionnaires du christianisme protestants et catholiques, en tant que propagateurs militants, donc différents des propagateurs de la foi, ils étaient des propagateurs militants de la foi chrétienne, naguère inexistante en Afrique. Ils détruisaient la civilisation des Africains, donc congolais, avec force militaire. C'est-à-dire amener l'indigène à abandonner la barbarie pour la civilisation. D'après eux. Donc c'est-à-dire, c'était des propagateurs, c'était des propagateurs militants.
ils militaient pour une cause, pour la colonisation. Ils ne militaient pas pour changer la foi des Africains, c'est-à-dire à abandonner leurs coutumes, leurs mœurs, mais c'était pour faire, c'est-à-dire les amener dans une autre voie, n'est-ce pas, avec force, avec abnégation, de sorte que si vous ne voulez pas appliquer telle religion, telle foi, et nous allons vous appliquer telle méthode, dans la destruction de votre race, dans les génocides, la destruction d'un peuple, raison pour laquelle il y a eu génocide à l'époque. Qui devait faire le travail d'évangélisation? Ce n'était pas seulement les propagateurs militants, ce n'était pas seulement des missionnaires là, et à un moment, il y avait aussi donc des Noirs, des Congolais qui ont emboîté les pas pour, n'est-ce pas, aider les missionnaires à atteindre leur but. Parce qu'ils étaient baptisés, et il y a eu aussi complicité entre l'État et l'État et les missions. Voilà, donc on peut voir ça aussi. Et maintenant, on va parler d'institutions politiques. Institution, c'est quoi? L'institution, c'est ce que l'homme a fait, etc. On en a parlé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'institutions politiques. Institutions politiques, voilà, donc de l'État indépendant du Congo, il y en a de deux sortes. A, institution politique étatique et celle para-étatique. Institution politique étatique et para-étatique. 1. Institution politique étatique. Ce sont les institutions qui donnent les grandes orientations d'un pays. Exemple, institution, président de la République, c'est une institution. Gouverneur général, c'est une institution. Et ce sont eux qui édictent. Ce sont eux qui édictent les lois. Ce sont eux qui édictent les lois. Et ce sont eux, n'est-ce pas, une fois édictées les lois, et ces lois-là seront appliquées quelque part. Donc, président de la République est une institution et qui édicte des lois et que l'administration doit les appliquer au niveau des citoyens. Exemple concrètement tiré de l'État indépendant du Congo. 1. Président de l'État indépendant du Congo et roi des Belges promulgua l'ordonnance du 1er juillet 1885. Cette ordonnance dit ceci que l'État indépendant du Congo innova dans le concept des terres occupées à l'article 2 de son ordonnance. Nul n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes, lesquelles doivent être considérées comme appartenant à l'État. Donc, quand ils sont venus, quand la colonisation a commencé au 1er juillet 1885 et non le 26 février 1885, date à laquelle on a fermé, n'est-ce pas, la conférence nationale, la conférence de Berlin. Donc, officiellement, la colonisation a commencé le 1er juillet 1885 à Vivi. C'est le début de colonisation à Vivi dans l'actuel Bas-Congo. L'ordonnance divise les anciens domaines fonciers communautaires en terres occupées et inoccupées par les communautés et inoccupées en terres communautaires. Les anciens domaines fonciers communautaires, l'ordonnance divise les anciens domaines fonciers communautaires en terres occupées et inoccupées par les communautés parentales. C'est la déclaration de l'administrateur général du roi Léopold II, M. Francis de Witton. C'est la création du domaine foncier public de l'État et privé de l'État. C'est la consécration de la théorie de la propriété privée. Puisque nous, on vivait dans des terres de communautés parentales. Aucun Africain, avant l'arrivée de Blancs, avant la colonisation, aucun Africain n'avait sa terre en propre, c'est-à-dire n'avait sa parcelle de terre. Tout revenait au clan, tout revenait, n'est-ce pas, à la famille. Et quand vint maintenant la colonisation, ils ont procédé, n'est-ce pas, le roi a édicté par décret. Maintenant, on parle des terres occupées, non occupées, etc. Et maintenant, il faudrait maintenant que toutes ces terres-là soient enregistrées. Et maintenant, avant même l'arrivée des Blancs, raison pour laquelle il y a une discussion avec les Portugais pour qu'il y ait partage, puisque le Portugal avait découvert déjà l'embouchure du Congo et qu'il avait fait des petites implantations. Et maintenant, à la deuxième expédition européenne
exploration européenne en Afrique, il y a eu ces conflits et ils l'ont ramené au niveau international de l'époque, d'où la création, la convocation, n'est-ce pas, d'une conférence nommée Conférence de Berlin pour traiter du problème, et ils en ont profité pour partager et morceler l'Afrique. Et maintenant, ils ont trouvé des blancs le long des côtes, et ces blancs-là avaient contracté avec des occupants. Et maintenant, quand la colonisation a commencé, et le représentant du roi, le gouverneur général, donc il lança un mot d'ordre. Donc par rapport, n'est-ce pas, au décret royal, selon que toutes les terres qui étaient, n'est-ce pas, toutes les terres, n'est-ce pas, achetées, perdent, n'est-ce pas, leur valeur en quelque sorte. D'où il fallait maintenant venir vers eux pour faire de l'enregistrement. Donc ça créait problème aussi entre les blancs, le colonisateur, et les blancs qui étaient dans des côtes. Et voilà la raison pour laquelle ils ont ramené le problème même au niveau de la conférence de Berlin. Donc c'est la théorie, la consécration de la théorie de la propriété privée. L'arrêté du gouverneur du 25 juillet 1889 interdit la chasse libre à l'éléphant dans toute l'étendue du territoire. Pourquoi? Parce que l'éléphant était un animal symbolique. L'éléphant valait mieux que, n'est-ce pas, les léopards, valait mieux que tout autre animal, puisque l'éléphant avait de l'ivoire. C'est-à-dire, ils ont trouvé des ivoires entassés dans nos terres depuis des siècles. Et d'où maintenant, quand eux, ils ont commencé, puisqu'ils savaient déjà, il y a eu des échos, puisqu'il y a eu des commerces déjà avant avec Tipo Tipo, donc avec Tipo Tipo, tout ça. Ces ivoires-là, il y avait commerce, il y avait trafic. D'où quand eux, ils ont occupé le Congo, ils ont décrété de sorte que ces ivoires-là deviennent des produits domaniaux, les produits de l'État. Donc l'éléphant avait beaucoup de valeur. Et d'où maintenant, il fallait maintenant procéder, n'est-ce pas, à l'exhumation, hein, donc des ivoires entassés dans des terres il y a des siècles et des siècles pour les ramener, n'est-ce pas, en Europe. L'arrêté du gouverneur du 5 décembre 1889 indiqua que tout l'ivoire du Congo appartient à l'État, et celui du 21 septembre 1891 classa l'ivoire parmi les fruits domaniaux appartenant comme à l'État. 2. Institution politique para-étatique, puisqu'on est dans l'institution politique purement et para-étatique. Para-étatique, c'est parallèle à l'État, proche de l'État. Donc, ce sont celles parallèles à l'État ou proches de l'État. C'est un amalgame public-privé. C'est une zone intermédiaire. Quel est notre but dans tout ça? Rechercher ce qu'il peut y avoir de plus caché dans les relations de pouvoir. Les ressaisir jusque dans les infrastructures économiques, politiques, sociales. Les suivre dans leur forme non seulement étatique, mais infra-étatique ou para-étatique. Les retrouver dans leur jeu matériel. Donc voilà, donc c'est-à-dire nous sommes rentrés là, puisque quand on parle des institutions para-étatiques, là maintenant nous évoquons les missions. Les missions, donc protestantes catholiques, s'apparentaient à l'État, étaient même l'État. Donc les missions étaient même l'État. Donc raison pour laquelle donc nous vous parlons donc raison pour laquelle nous vous parlons maintenant donc des trucs parallèles, des institutions parallèles, de proches de l'État, puisqu'ils opéraient, ils étaient là pour faire ce que l'État leur demandait. C'est comme s'ils avaient une sorte de contrat de travail. Exemple concrètement tiré des para-étatiques dans l'État indépendant du Congo. Création théorique de la notion de la nation congolaise par l'État indépendant du Congo. Quand l'État indépendant du Congo a créé l'État, donc avec la superficie, la population, le pouvoir, ils ont eu le pouvoir. Maintenant, comment faire pour regrouper ce peuple? Comment réunir les tribus, empires et tribus, empires, royaumes anciens en une seule nation? C'était pas une chose facile. Et c'était là la mission maintenant dévolue aux missions protestantes, missions catholiques. Et l'État indépendant du Congo leur donnait aussi des moyens conséquents,
leur donner des moyens conséquents, matériels, etc., financiers, pour réussir cette mission à travers l'Église. Donc, dès 1er juillet 1885 et la création de sa pratique confiée aux missions protestantes catholiques, dont la mise en évidence des premières communautés interethniques. C'était très important. Comme je vous ai dit, comment réunir? On a créé l'État, on a la terre, on a les territoires, on a tout, on a les pouvoirs. Mais comment réunir ce peuple pour les appeler tous Congolais? Et c'était pas facile, puisque dans d'autres contrées, leur terre, leur population ne s'appelait pas Congolais et leur terre n'était pas Congolais. Donc c'était, il fallait vraiment jouer. Donc d'où l'Église a beaucoup joué en regroupant, en créant des fermes-chapelles. Fermes-chapelles, c'est là où, c'est une invention, donc c'est là où ils avaient du travail, il y avait des ceci, cela. C'est là où, ils venaient prier aussi. Par exemple, ferme-chapelle de Kimwenza, il y avait de la charpenterie, de la maçonnerie, il y avait l'armée aussi y accédait, donc l'armée aussi était dedans. Donc on avait du travail, c'est là où on pouvait avoir du travail. Donc église, prier, un nouveau Dieu omniprésent, omnipotent. Donc il y avait des léproseries. Léproseries, c'est là où on traitait de la lèpre. Donc Maba, il y avait c'est une sorte de dispensaire, une sorte de ville nouvelle. Hein, dans des léproseries, ça couvrait, donc c'est une mission. Dedans, il y avait la léproserie, surtout dans des forêts vierges. Il y avait de la léproserie, il y avait du couvent, il y avait des écoles. C'était des inventions des petites villes, des villes en miniature. Donc voilà. Et puis là-bas, quand on faisait des examens et qu'on découvrait que tel élève avait la tuberculose, donc on les mettait directement dans la léproserie. On les mettait à l'écart. Si il était infecté par la tuberculose, on les mettait à l'écart par maladie à Maba, donc etc. Léproserie de Mokoto. Là aussi ma mère m'en a parlé, puisqu'elle avait étudié là-bas. Et il y avait des lazarets dans les savanes. Lazarets, souvent on mettait des malades mentaux, des gens aussi qui avaient des problèmes de maladies, mais au niveau des îles, le long de fleuves. L'armée, donc création aussi de l'armée, ça faisait aussi une sorte de nation, institution donnant contact à l'état nouveau. Création du mariage, célébration devant Dieu et devant l'officier de l'état civil, pas devant la famille. C'est l'instauration du mariage transculturel, équivalent du mariage contenu dans le Code de la famille, article 334, liberté du mariage, 351, consentement des époux, article 352, capacité de contracter mariage. Donc l'Église catholique devint, pour ces faits, des marieurs transculturels. Elle a fait épouser un homme né à 800 km de chez lui. Une femme grâce à l'État, à l'Église. Mission grâce à des fermes chapelles. Donc il faut faire la différence entre mission et Église. Mission, quand on parle de mission ça englobe tout. L'Église est dedans. Voilà. Donc mission, c'est plus vaste encore. C'est plus vaste la mission. Institutions administratives. Il y avait des sortes d'institutions administratives et para-administratives. Institutions administratives, ce sont celles qui appliquent les orientations prises par l'État jusqu'au niveau de chaque citoyen. C'est l'administration qui le fait. Exemple est tiré de l'administration de l'État indépendant du Congo. Application de l'ordonnance du 1er juillet 1985 édictée par l'administrateur général du roi, par le cadastre. C'est-à-dire, il a dit, il a innové dans les concepts de terres occupées, non occupées, mises en valeur, etc. D'où maintenant, dans l'administration, c'est le cadastre. C'est l'affaire foncière qui doit s'en occuper. Eux, ils ont donné des orientations, mais maintenant, c'est le cadastre qui doit s'en occuper. C'est-à-dire répartition par ces derniers dans le cadastre des terres de la communauté parentale en terres individuelles, moyennant un titre avec condition de la mise en valeur sur l'effectivité de la propriété privée immobilière. Autre exemple, l'octroi aux missions catholiques et protestantes des terres anciennement
occupés par les communautés parentales. Donc ils en ont profité aussi pour donner aux missions. Et ça pose problème au niveau des grandes missions catholiques à l'intérieur du pays. Et là, il y a Camille Iwewe Pongo en a fait écho dans son ouvrage. Voilà. Donc dans les missions catholiques dans la province de l'Équateur. Aussi prélèvement d'impôts sur les parcelles, taxes foncières, taxes d'habitation. Là maintenant c'est l'administration. Eux ils ont édicté, le roi ou son représentant a édicté, il a donné de grandes orientations pour les terres occupées, non occupées, mises en valeur. Et maintenant c'est le cadastre maintenant. Les services appropriés c'est le cadastre, c'est l'administration qui doit appliquer, qui doit répartir ces terres-là qui appartenaient aux familles, aux clans. On doit les découper, donc on doit les répartir en morceaux pour donner aux autres. À qui, n'est-ce pas, il a des moyens, donc on lui donne, moyennant un contrat. Et maintenant, après, il y a prélèvement des taxes foncières, taxes d'habitation. Institution para-administrative. Par ces termes, on entend des acteurs privés ou semi-privés qui accomplissent les tâches publiques de nature législative, exécutive ou judiciaire. Exemple de l'Église catholique qui devient mariée transculturelle, non pas pour son compte personnel, mariage civil, mais mariage civil. Mariage religieux, mais mariage civil. Donc l'Église, mission catholique, a cette exigence envers l'État nouveau, car elle intervient dans la plupart des domaines et processus politiques. C'est une sorte de cohérence des politiques publiques. La légitimité des missions s'apparente à celle de l'État indépendant du Congo, dont elle en est une structure de la création et construction de l'État. Institutions judiciaires, de sorte. Institutions judiciaires et parajudiciaires. Judiciaires, ce sont celles qui ont pour but de protéger l'État. Exemple des tribunaux des droits écrits et ceux des droits coutumiers. Ces institutions ont pour objet d'appliquer les lois en cas de conflit sur leur interprétation ou de violation des dispositions qualifiant certains actes de crimes, délits ou autres infractions. Institutions parajudiciaires. Elles sont proches de l'État indépendant du Congo, parallèles à l'État congolais. Donc, État indépendant du Congo. Exemple, l'armée, force publique, sentinelle ou centrier. Maintenant, on va vous parler de la propriété privée. Puisqu'on parle de propriété privée, donc l'État indépendant du Congo est une propriété privée, mais non, pas au début. C'est une propriété privée, c'est dans sa deuxième partie. Donc, on va voir ça. Et dans sa deuxième partie, c'est là où il y a eu ce que nous disons ordonnance, décret secret. Donc, décret secret. Voilà. Donc là, nous avons la propriété privée. On parle de la propriété privée, mais on va maintenant vous expliquer dans l'État indépendant du Congo. J'ai annoncé ça déjà au début. Ça, c'est l'institution politique du Congo, troisième partie, l'État indépendant du Congo, les pyramides de l'État indépendant du Congo, 1er juillet 1885, 18 octobre 1908. Pyramide normative. Nous avons roi des Belges et président de l'EIC, Stanley, qui était son secrétaire. Gouverneur, il y avait des gouverneurs, dont un spécial à Boma et des gouverneurs généraux à travers la République, et des compromis. Compromis, c'était typo. Et puis commissaire des districts, mission protestante et catholique. Il y avait des scientifiques par rapport à certaines maladies, dont l'éléphantiasis. Et puis il y avait le problème du paludisme. Donc d'où le roi avait créé une école de médecine tropicale à cet effet. Donc il a fait appel, n'est-ce pas, aux scientifiques. Chef du village, docile, puisque d'un côté, il y avait des chefs du village récalcitrants qui étaient devenus des opposants, et les chefs du village dociles. En bas de l'échelle, il y a la force publique. Pyramide factuelle, Stanley, puisque Stanley, à un moment, il s'était rébellé, il était là, puisque quand on l'avait dégagé. Et puis, il y a mission église protestante, puisque l'église protestante n'avait pas vraiment beaucoup de privilèges dans l'État indépendant du Congo, puisque les rois avaient fait appel au pape pour qu'on lui envoie, n'est-ce pas, les missionnaires catholiques. Et voilà, cette fois-là, donc le pape lui avait donné l'ordre et il avait dégagé un peu, il avait donné beaucoup d'avantages cette fois-là aux missionnaires catholiques et protestants, puisque les premiers à arriver au Congo, c'était des missionnaires protestants. D'où
vrai conflit qui existe avec l'Église catholique et l'Église protestante, où la mission catholique, les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants. Les conflits remontent à la création de l'État indépendant du Congo par rapport au roi qui voulait beaucoup de catholiques puisqu'il est d'origine catholique. Donc, ici nous avons des militaires britanniques. Ils étaient rébellés puisque lui aussi, quand il a mis Stanley de côté, Stanley c'était un Britannique, il a mis aussi les militaires britanniques puisque l'armée était remplie, regorgée, n'est-ce pas, des mercenaires, des militaires européens, suisses, belges, français, britanniques. Et Stanley, lui, il se sentait mieux vivre avec ses frères militaires britanniques. Il les a mis dans des implantations tout le long du fleuve. Quand on l'avait mis de côté, il s'est insurgé contre les rois et il a retiré aussi ses militaires. D'où il y avait des chefs du village récalcitrants. Puisque lui, Stanley, sa mission, quand il faisait des implantations, il a trouvé une organisation ancienne, il a dégagé. Quand il voit un chef coutumier, il met son opposé, donc un autre chef nommé par lui, par l'État. D'où maintenant, il y avait, au niveau même des chefs du village, il y avait ceux appelés dociles, qui obéissaient, n'est-ce pas, à la norme établie, et d'autres étaient des récalcitrants. Et en bas de l'échelle, il y avait des indigènes plus que esclaves. Ça, c'est les pyramides de libre-échange international. 1er juillet 1885, novembre 1890. Pyramide normative. Roi des Belges. Donc, Stanley, il était là. Ça, c'est la pyramide globale de l'État indépendant du Congo. De 1885 jusqu'à la fin, 1908, ça. Mais ça, c'est au niveau des répartitions des structures. Donc, roi des Belges, Stanley, gouverneur spécial, était à Boma et des généraux à travers la République, mission protestante et catholique, commissaire de district, chef de village, force publique. Et puis, factuel, c'était typo comme opposant, chefs locaux traditionnels, guerriers, esclaves de chefs locaux, puisque les chefs locaux avaient leurs esclaves. Ça, c'est maintenant au niveau du libre-échange, quand ils ont remis maintenant, c'est-à-dire clairement, l'État indépendant du Congo, donc il y avait pas seulement, cet État n'était pas automatiquement la propriété privée du roi, donc c'était le libre-échange au départ, puisqu'il y avait, donc on s'est référé, n'est-ce pas, au texte, on s'est référé, n'est-ce pas, à l'acte général de la conférence de Berlin. Dans ces alinéas, par exemple là, on parle déjà, article 1er. Voilà, donc par exemple là, on parle du libre-échange. Hein? Quand vous sillonnez, enfin vous feuilletez, donc article 1er, le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté, de libre-échange. Chapitre 1er, déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes. Donc ça, c'est l'acte de la conférence de Berlin. On s'est référé à ça, et raison pour laquelle on parle de propriété privée, mais il y avait des structures. Première structure, c'était ça. Il y avait respect des textes. Et après, maintenant, on vient ici, les pyramides de la propriété privée et c'est décomposé. Donc, et c'est pyramides décomposées. Novembre 1890, 18 octobre 1908. Pyramide de la propriété privée globale. C'est ça. Et ça, c'est B, pyramide décomposée de la propriété privée. Là, maintenant, on verra donc pyramide de région des sociétés concessionnaires et pyramide du domaine de la couronne. Donc ici, nous avons pyramide de la propriété privée. Je me répète. Premièrement, quand on parle de la propriété privée, l'État indépendant du Congo, propriété privée, c'est faux. Propriété privée, oui, par rapport à quoi? Par rapport à la Belgique. Puisque lui, c'est une union personnelle, il a 2 États. Donc on peut parler de ça pour le faire distinguer, n'est-ce pas, de son premier État, dont la Belgique. Mais maintenant,
il a signé des accords, donc, dont l'acte de la conférence de Berlin, qui stipule dans l'acte qu'il y a liberté de commerce. Donc, ça dit, raison pour laquelle on vous dit, premièrement, il y a deux temps, deux périodes. Première période, à partir de la colonisation 1er juillet 1885 jusqu'en novembre 1890, il y a eu libre échange. Il n'y a pas eu propriété privée. Il y a eu respect de l'acte de la conférence de Berlin. Voilà. Maintenant, ici, il a sorti un décret secret. Le décret secret, c'est-à-dire, il a sorti le décret secret parce que donc, ça dit, il allait déjà vers la faillite, puisque tellement il s'est emprunté, d'où maintenant il fallait employer d'autres mesures fortes pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait retour sur investissement. Retour sur investissement, donc il avait envoyé Coquillativille, le capitaine Coquillativille, dans les districts de l'Équateur et de la province orientale pour leur donner des nouvelles instructions afin que, avec les agents, n'est-ce pas, territoriaux, fonctionnaires de l'État, pour qu'ils, n'est-ce pas, organisent l'exploitation du caoutchouc. Puisque dans le libre-échange, la richesse c'était l'ivoire. Ça n'a pas posé de problème. Il y avait ramassage, exhumation. Mais là, maintenant, ils ont forcé les gens à faire des travaux forcés. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas de l'EVA tout autour de leur village, ils étaient obligés d'aller dans la forêt. Dans la forêt à des dizaines de kilomètres pour chercher de l'EVA. Et d'où là-bas, il y avait une violence structurée. Puisque c'est l'armée, les agents qui étaient là, qui s'occupaient de cette mission, donc c'était déjà des agents qui n'étaient pas bien formés. Donc la propriété privée, c'est ça. Novembre 1890, 18 octobre 1908, pyramide de la propriété privée globale. Au sommet, roi des Belges, président de l'État indépendant du Congo, président du conseil d'administration des sociétés concessionnaires et du domaine de la couronne. 2. Conseil d'administration des sociétés concessionnaires. 3. Administrateur du domaine de la couronne. 4. L'organisation des travaux, puisqu'il y avait des travaux, donc construction des voies ferrées, il y avait construction des villes, etc. Donc militaire de la force publique, 4e échelle. 5e militaire noir de la force publique, puisque ce sont eux qui faisaient l'affaire contre les noirs même. Il y avait des sentinelles ou centriers, donc gardiens armés. Côté factuel, donc il y avait dans la totalité Stanley qui était là, mission protestante qui était devenue des opposants, fonctionnaires belges puisqu'ils n'aimaient plus la politique de leur roi, militaires britanniques suivaient Stanley, commission, d'où quand il y a eu des exactions, maintenant il y a eu des gens de bonne foi qui ont écrit maintenant, donc ça fait des échos, dont Félicien Cattier, juriste et professeur bruxellois. L'État, il dit ceci, l'État indépendant du Congo est une entreprise financière, c'est-à-dire la colonie n'a été administrée ni dans l'intérêt des indigènes, ni même dans l'intérêt économique de la Belgique. Procurer au roi souverain un maximum de ressources, tel a été le ressort de l'activité gouvernementale. Roger Casement, consul britannique à Boma, écrivit en 1904 un rapport nuancé mais dévastateur. C'est une grande personnalité dotée d'une grande autorité morale qui connaissait depuis longtemps l'intérieur des terres au Congo. Ces objections provoquèrent une profonde indignation à la Chambre des communes. Des écrivains comme Arthur Conat Diol, Joseph Conrad et Mark Twain exprimèrent haut et fort leur colère. Un an après la publication du rapport, le roi Léopold II s'est senti obligé d'envoyer une commission d'enquête internationale et indépendante au Congo. Donc on était là. Donc il y avait des opposants un peu partout au Congo, donc à l'extérieur. D'où maintenant, on a dédoublé cette grande pyramide en deux sous-pyramides. Pyramide décomposée de la propriété privée, pyramide des régions des sociétés concessionnaires. Sociétés concessionnaires, c'est là où on parle, c'est du Katanga, là où il y a des minéraux. Donc lui maintenant, il a réparti, donc il a donné à des sociétés étrangères
dont lui-même était aussi actionnaire. Il a donné de grandes parties du pays, notamment dans les Katanga, un peu au Kivu, un peu aussi dans le Kasaï, pour que la société commence à exploiter, voilà, à exploiter des minéraux. Donc Léopold II, président du conseil d'administration des sociétés concessionnaires, il y a eu conseil d'administration, personnalité des sociétés concessionnaires, ce sont ses proches, et puis les gardiens armés. Là, dans ces régions des sociétés concessionnaires, personne n'entrait. Personne n'entrait. Donc, c'était un État dans un État. Puisque quand vous venez là-bas, donc, ce sont les gardiens armés qui faisaient la sécurité et non la force publique, comme opposants indigènes et fonctionnaires belges. B2, pyramide du domaine de la couronne. Pyramide normative. Léopold II toujours, président du conseil d'administration du domaine de la couronne. Administrateur, deuxième échelle, de province, donc domaine de la couronne, et puis militaire de la force publique. De l'autre côté, il y avait des indigènes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, il s'est démarqué de la logique de la conférence de Berlin pour créer la propriété privée en édictant donc un décret secret. En édictant un décret secret. Donc, raison pour laquelle on vous dit il avait édicté un décret secret, et c'est le décret secret là qui a, n'est-ce pas, créé, qui lui a permis de créer la propriété privée. Donc aujourd'hui ici, nous vous parlons de ça, c'est pour vous montrer que les institutions politiques du Congo, il y avait deux sortes, des institutions politiques et les institutions para-étatiques. Politique étatique et para-étatique. On a vu au niveau des institutions politiques, il y avait des paras. Au niveau des institutions administratives, il y avait des paras. Au niveau des institutions judiciaires, il y avait des paras. Donc, j'ai dit, je vous remercie. Donc, c'était une façon de vous montrer comment les institutions politiques du Congo avaient marché au pays. On parle de l'État indépendant du Congo comme propriété privée, mais ils avaient la propriété privée. Propriété privée comme après tant que ça décret secret. Donc décret secret en étant ça ndesco et comme à partir de 1890, puisque avant ils avaient donc ils avaient qui libre échange il y a qui respect à texte, il y a conférence de Berlin et wana richesse il y a période où ils allaient à ivoire et bah ivoire mingi ils allaient qui et kunda makala belé ba siècle des siècles sikoyo tant où il y a pas comme la mbinga problème né a initié décret secret au parlementaire né ba une année après à Bombaki secret parce qu'à Bombaki a utilisé batunaye ba zongi na Congo ko pesa ba mission instruction d'où sikoyo et comment est-ce que violence mo structurée place génocide de bima wana place ba bomba ba ko on a 10 millions de personnes wana. Donc j'ai dit et je vous remercie pour la vidéo madame.